Ok, bonjour à tous, j'espère que le confinement se passe pas trop mal. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour essayer de vous aider un petit peu, vu que on vous a demandé de travailler à la géométrie dans l'espace, mais je sais qu'avec juste les cours, c'est pas facile. Donc on va faire une petite vidéo, enfin plusieurs vidéos je pense, où on va parler de géométrie dans l'espace. Donc on va commencer par faire une première vidéo où on va revoir les généralités, ce qu'il faut qu'on sache sur la géométrie, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ensuite on verra un petit peu ce qu'il va y avoir de nouveau. Euh, donc, grosso modo, pour la géométrie d'un espace, on va faire un petit rappel des petites formules qu'il faut qu'on ait en tête dans le plan, c'est-à-dire en deux dimensions. Et on verra que finalement, quand on passera à la géométrie dans l'espace, il n'y a pas grand-chose qui va changer, si ce n'est que on aura une coordonnée en plus et que toutes les formules qu'on connaît déjà seront exactement les mêmes, mais avec une coordonnée en plus. Donc ça ne va pas être extraordinaire. Et ensuite, on se concentrera sur la définition d'une droite dans l'espace, la définition d'un plan dans l'espace et les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, nous sommes partis. Donc, j'essaie de faire des fiches un petit peu propres. Et si jamais à la fin, je les scannerai et je vous les enverrai. Donc, au niveau de nos histoires de géométrie, on commence. Bon, vous savez que j'écris mal, ça n'a pas changé, hein, même à distance. Donc, on commence par les généralités de ce qu'il faut qu'on sache sur la géométrie. J'essaie de centrer un peu le truc, que vous voyez quelque chose. Donc, au niveau de nos histoires de géométrie, je fais d'abord en 2D pour faire un petit rappel. Nous sommes dans, nous sommes dans un repère. Putain, on est en confinement, je tousse pas dans mon coude, c'est pas bien. Comme ceci et comme ceci. Donc là, nous sommes en deux dimensions. Ici, l'axe des abscisses. Là, l'axe des ordonnées. Et dans ce repère, vous prenez l'unité que vous voulez, on s'en fout complètement. Si vous êtes sur une feuille carreau, prenez le carreau, faites comme vous voulez. On va pas se focaliser là sur les unités. Je prends deux points A et B n'importe où, donc je mets complètement au pif. J'aurai un point A ici et un point B ici. Donc ces points ils sont définis par leurs coordonnées cartésiennes. On va travailler uniquement en cartésien. Hein. C'est pas comme avec les complexes où on a vu que on pouvait avoir des coordonnées aussi polaires. Là, que ce soit en 2D ou en 3D, on travaillera avec du cartésien. Donc ce point A et ce point B, ils sont définis par leurs coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire l'abscisse l'ordonnée. Donc le point A, il a son abscisse qui est ici, son ordonnée qui est là. Et le point B, il a son abscisse qui est ici. Et son ordonnée qui est là. Là, par exemple, ça serait 1. Donc on le note comme ceci. Le point A de coordonnées XA et YA. Le point B de coordonnées XB et YB. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera dans l'espace de différents? Absolument rien, c'est-à-dire que les points ils vont en quelque sorte, si je puis dire, sortir de la feuille. Donc le point A il pourra se retrouver plutôt que ici, il pourra se retrouver là, un petit peu au-dessus quoi. Et finalement on va avoir une coordonnée en plus qui est la côte, l'axe des Z qui est comme je le fais le stylo ici, c'est-à-dire qui sort de la feuille. Et grosso modo on aura le point A de coordonnées XA, YA, ZA, le point B de coordonnées XB, YB et ZB. Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce point A et de ce point B? Donc nous avons le segment AB qui est ici. Ce segment AB, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut s'amuser à calculer les coordonnées de son milieu. Donc je vous rappelle, si je dis, je vais l'appeler M comme milieu, le point M, milieu du segment AB. Donc ces coordonnées, son abscisse, c'est très simple. J'ajoute mes deux abscisses, c'est-à-dire je fais XB plus X1 et je divise par 2. Son ordonnée, j'ajoute mes deux ordonnées, YB plus YA, et je divise par 2. Et ça sera les coordonnées du milieu du segment AB. C'est le point M qui genre ici, je le fais à peu près, doit être dans ces eaux-là, quoi. Alors l'avantage qu'il y a avec la géométrie, c'est que si on fait une figure à côté, il faut toujours faire une figure à côté. Quand on fait des calculs, on peut tout de suite vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. C'est-à-dire que le point M, là, que je vais trouver, qui aura donc pour coordonnées XM, YM, si je le place dans mon repère, je verrai de suite si c'est bel et bien le milieu du segment AB ou pas. Si c'est pas le cas, si genre mon point M, avec les coordonnées que j'ai trouvées, il se retrouve par là, c'est que forcément il y a un problème quelque part. Donc ce qu'il y a de bien dans ce chapitre, c'est que tous les calculs qu'on fait, on peut les vérifier comme ça. Alors si on est en 3D, qu'est-ce que ça change? Absolument rien.
C'est-à-dire que j'aurai un ZM, une coordonnée en plus, qui sera ZB plus ZA divisé par 2. Et donc le point M, ça sera XM, YM et ZM. Voilà, c'est tout. Ensuite, ce segment AB, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui donner, si je puis dire, un sens et faire le vecteur AB, c'est-à-dire que je dis que c'est A l'origine et je vais vers B, donc c'est le vecteur AB. Alors ce vecteur AB, ses coordonnées, on commence toujours par le second point, sinon catastrophe. Donc comme j'ai dit le vecteur AB, je vais commencer par B. Si j'avais dit le vecteur BA, j'aurais commencé par A. Donc son abscisse, je fais XB moins XA. Son ordonnée, YB moins YA. On va essayer de s'habituer à noter les vecteurs en colonne et les points en ligne, comme ça on ne confond pas les deux. C'est-à-dire que quand on a un truc qui est écrit en colonne, on sait que c'est un vecteur. Quand on a un truc qui est écrit en ligne, on sait que c'est un point. Encore et toujours, si j'étais en 3D, mon vecteur AB, il aurait une troisième, une troisième coordonnée qui serait ZB moins ZA. Ok, avec ce vecteur AB, les coordonnées de ce vecteur AB, je peux calculer la longueur de mon segment AB, donc cette longueur AB qui est ici. Donc la formule, elle est toute simple. Donc la longueur AB, c'est la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré plus ZB moins ZA au carré. Alors si vous avez fait le vecteur AB avant, bah vous remarquez que ce XB moins XA c'est l'abscisse du vecteur AB, ce YB moins YK c'est l'ordonnée du vecteur AB, et voilà, en plus je l'ai marqué avec la coordonnée Z, ça serait la troisième coordonnée. Donc c'est la racine de grand X, où ça c'est l'abscisse du vecteur AB au carré, plus grand Y, où ça c'est l'ordonnée du vecteur AB au carré, et le grand Z si vous êtes en 3D. Il n'y a pas énormément de choses à savoir en plus pour les formules de base du commencement. Déjà, si vous avez ça, vous êtes déjà pas mal. Les coordonnées d'un point, les coordonnées d'un vecteur, le milieu d'un segment, la longueur de ce segment. On va quand même faire un tout petit point sur le produit scalaire de deux vecteurs, parce que je sais que en général c'est pas très clair et ça va être très important pour nous. Donc on imagine toujours dans mon repère au-dessus que j'ai un vecteur U n'importe où. Alors je dis U, ça peut être un vecteur AB, ça peut être ce que vous voulez. Un vecteur U ici qui va avoir pour coordonnées x, y, peu importe. Et un vecteur V, un peu plus loin, comme ceci, qui a pour coordonnées x' et y'. Donc nous, ce qu'on peut faire, vous savez qu'avec deux vecteurs U et V, je peux les ajouter. J'ajoute leur abscisse, j'ajoute les ordonnées. Je peux les soustraire, je soustrais les abscisses, je soustrais les ordonnées. Encore une fois, tout ce que je dis est valable pour la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire que si on est en 3D, il y a juste le Z en plus, mais les formules sont les mêmes. Je peux le multiplier par une constante, c'est-à-dire je peux faire 2 fois le vecteur U, donc j'aurai 2 fois l'abscisse, 2 fois l'ordonnée, et visuellement parlant, ça sera la même chose en 2 fois plus grand. Par contre, on ne peut pas les multiplier, c'est-à-dire que dire le vecteur U fois le vecteur V, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on a défini ce qu'on appelle le produit scalaire de deux vecteurs, donc grosso modo, c'est un petit peu comme si c'était le produit des deux. Donc moi je dis la chose suivante, je dis que pour deux vecteurs U et V, un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', on définit donc ce qu'on appelle le produit scalaire des deux. Que nous allons noter avec un point, donc on note ça U point V. Et alors c'est extrêmement simple, je vais faire le produit des abscisses plus le produit des ordonnées, donc c'est-à-dire que je fais x', plus y',
y'. Donc je dis n'importe quoi, si les vecteurs u et v ils ont pour coordonnées 1, 2, 3, 4, bah, ça sera 1 fois 3 plus 2 fois 4. Donc on fait attention à une chose, très attention à une chose, c'est que ce produit n'est absolument pas un vecteur. Ce produit, c'est un nombre. Ça fait 1, 2, 3, 5, 7, 9, c'est une valeur. À quoi ça sert? Ça ne sert pas à grand chose, ça sert à une seule chose. La seule chose à laquelle ça va nous servir, c'est que si, quand j'ai deux vecteurs u et v, le produit scalaire des deux, il est nul, eh bien ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et ça, pour nous, ce sera très important. On va toujours essayer de savoir qui est perpendiculaire à qui est parallèle à qui dans ce chapitre. Donc déjà, je sais que si le produit scalaire de deux vecteurs est nul, les deux vecteurs sont perpendiculaires. On verra, ça nous servira beaucoup. Alors, puisque j'ai parlé de parallèle, je vous rappelle quand même que deux vecteurs, encore une fois, u et v, sont ce qu'on appelle collinéaires. Donc collinéaire, grosso modo, c'est parallèle, quoi. Pour parler comme il faut, ils ont la même direction. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément dans le même sens, ils n'ont pas forcément la même taille, mais ils ont la même direction. En gros, ils sont parallèles. Mais ils sont parallèles, enfin collinéaires du coup, si et seulement si, tout simplement, leurs coordonnées sont proportionnelles. C'est-à-dire s'il existe un réel k, tel que u, ça soit égal à k fois v. Ou v c'est égal à k fois u, ça c'est comme vous voulez, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que si vous divisez les abscisses, vous divisez les ordonnées, vous divisez les côtes, si vous êtes en 3D, vous trouvez le même nombre. C'est-à-dire que l'abscisse de l'un c'est 2 fois l'abscisse de l'autre, l'ordonnée aussi, la côte aussi, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels. Par exemple 1, 2, 3 et l'autre c'est 2, 4, 6. Eh bien c'est qu'ils sont collinéaires, donc s'ils sont collinéaires, c'est qu'ils sont parallèles. Donc là vous avez deux moyens très simples, que ce soit en 2 ou en 3D, soit de montrer que deux machins soient perpendiculaires, soit de montrer que deux machins sont parallèles. Et comme on va beaucoup se concentrer dans ce chapitre sur qui est parallèle à qui ou qui est perpendiculaire à qui, ben ces deux propriétés vont beaucoup nous servir, et elles sont valables en 2D comme en 3D. Donc voilà. Avec cette première partie déjà, on a un petit rappel des formules qu'il faut qu'on ait en tête, et des outils qu'il faut qu'on sache utiliser. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer quand on est en 3 dimensions? Vous allez voir pas grand chose. Alors lorsque je suis en 3 dimensions, donc j'ai un repère qui, entre guillemets, sort de la feuille. C'est-à-dire que j'ai un repère que je vais faire, on va dire, comme ceci. Donc ça, c'est mon axe des abscisses qui, grosso modo, monte vers le haut. Ça, c'est mon axe des ordonnées. Et ça, c'est mon axe des côtes. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, dans ce repère, un point A n'importe où, il a plus pour coordonnées xa, y, za, enfin xa, y plutôt, il a pour coordonnées xa, y et za, c'est-à-dire qu'on a cette troisième coordonnée en plus, qui par rapport aux formules qu'on a vues avant ne change encore une fois absolument rien. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans ces repères-là? On va vouloir définir deux choses. On va vouloir définir une droite, c'est-à-dire un truc comme ceci, une droite D, et on va vouloir définir un plan, c'est-à-dire quelque chose comme ça, un plan P qui serait tout ça. D'accord? Alors, c'est pas facile de se repérer dans l'espace, on a toujours un petit peu de mal à faire ça. Une chose extrêmement simple pour y arriver facilement et voir concrètement ce qui se passe, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et grosso modo, votre feuille, c'est votre plan, votre stylo, c'est votre droite. Ça, c'est ce qui se passe en 3 dimensions dans l'espace. Dans tous les exercices, on va essayer de voir, quand on a deux droites, quand on a deux plans, quand on a un plan et une droite, quelles sont les positions de l'un par rapport à l'autre. Donc à visualiser dans la tête, c'est assez difficile. Si vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, vous avez l'air un peu con, mais vous voyez qui est parallèle à qui ou pas. Dans un premier temps, il faut qu'on sache les définir. Donc comment je définis une droite?
comment je définis un plan? On commence par les droites. Donc avec la définition d'une droite dans l'espace. Alors, pour définir une droite dans l'espace, il faut deux choses. Première chose qu'il faut, c'est un point de la droite, n'importe lequel, un point quelque part sur la droite. Je vais l'appeler A, donc un point A de coordonnées XA, YA et ZA qui appartient à la droite. Deuxième chose, il faut un vecteur directeur de cette droite. C'est-à-dire un vecteur qui est porté par la droite, je vais l'appeler U, donc disons de coordonnées alpha, bêta, gamma, qui dirige la droite. Donc ça veut dire que si ma droite elle est comme ça, un point de la droite, bah, c'est genre lui, et un vecteur, c'est genre lui. Un petit, un grand dans un sens, dans l'autre, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'il soit formé par deux points de la droite. C'est-à-dire que si c'est une droite AB, le point, vous pouvez prendre soit A, soit B, comme vous voulez, et le vecteur, bah, tant qu'à faire, le vecteur AB. À partir du moment où j'ai ces deux choses-là, voilà comment est-ce que je définis une droite dans l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle son équation paramétrique. Donc équation paramétrique d'une droite de l'espace. Donc vous écrivez x égale, y égale, z égale, et vous mettez les coordonnées du point, donc xa, yk, za, les coordonnées du vecteur u, le vecteur directeur, plus alpha, plus bêta, plus gamma, et vous mettez fois t, fois t, fois t, où t, comme son nom l'indique, c'est pour ça qu'on appelle ça une équation paramétrique, c'est un paramètre, c'est-à-dire un nombre réel, celui que vous voulez de moins jusqu'à plus l'infini. Donc vous avez votre point, que vous mettez ici, xa, yk, za, et vous avez votre vecteur, que vous mettez là, alpha, bêta, gamma. Fois t, fois t, fois t, fois t. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ça veut dire que pour chaque valeur de t réelle, donc tout ce que vous voulez de moins jusqu'à plus l'infini, vous allez trouver les coordonnées d'un point. Parce que ça on connaît, c'est le point A, ça on connaît, c'est le vecteur u. Si vous choisissez t qui fait 2, vous faites tous les calculs, vous avez x, y, z, j'ai n'importe quoi, 4, 8, 9, c'est un point de la droite. Vous remplacez t par 3, vous avez un autre point de la droite. Vous remplacez t par 4, vous avez un autre point de la droite. Et de moins jusqu'à plus l'infini, vous avez tous les points qui définissent toute la droite D. Une question, deux questions qu'on nous pose souvent en tout début d'exercice, c'est si j'ai l'équation paramétrique de la droite, soit on me dit quel est le point de paramètre 5 de la droite, donc je remplace t par 5, je calcule et je trouve x, y, z, le point de paramètre 5 de la droite, soit on me dit est-ce que le point C de coordonnées 3, 5, 8, il appartient à la droite. Dans ces cas-là, je remplace x, y et z parce qu'on me donne 3, 5 et 8. Je fais tout passer de l'autre côté pour trouver le t. Et soit j'ai t égale 2, t égale 2, t égale 2, je dis bah oui, c'est le point de paramètre 2 de la droite. Soit je trouve un t égale 2, t égale 2 et t égale 7, autre chose, et je dis bah non, c'est pas le même t dans les trois cas, donc c'est que le point il n'appartient pas à la droite. Voilà, donc ça c'est la manière que vous avez de définir une droite dans l'espace, c'est primordial, c'est extrêmement important. Maintenant on passe au plan. Donc définition d'un plan, cette fois-ci, dans l'espace.
Pour définir un plan de l'espace, il faut... Alors c'est comme pour les droites, il faut deux choses. Premièrement, comme pour une droite, un point. Je vais l'appeler A encore, hein. Un point A de coordonnées XEA, YA et ZA qui est quelque part dans le plan, celui que vous voulez. Et un vecteur aussi, mais attention, cette fois-ci, pas directeur. Un vecteur qu'on appelle normal, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais l'appeler N, et je vais dire qu'il a pour coordonnées ABC, au plan. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre plan qui est comme ça. Donc ça, c'est votre plan P, qui fait tout ça. Vous prenez un point dedans, donc genre lui. Et un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. C'est le vecteur N qui est ici. Ça veut dire que si le plan, c'est la feuille, le vecteur normal, c'est lui. Vous voyez rien là? Voilà, c'est lui. D'accord? C'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Si j'ai un point, un vecteur normal au plan, une équation, alors c'est pas comme pour les droites on avait dit qu'on faisait une équation paramétrique, là on va faire une équation cartésienne, une équation un petit peu plus normale comme on avait l'habitude de voir, une équation cartésienne du plan P. Ça va être un AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Où ABC, c'est les coordonnées de votre vecteur normal. Et le D, vous allez le trouver grâce au point A. C'est-à-dire que si vous avez un vecteur normal qui a pour coordonnées 1, 2, 3, vous écrirez déjà 1 fois x plus 2 fois y plus 3z plus d égale 0. Et le D, en remplaçant x, y et z par les coordonnées du point A, donc vous aurez toute cette valeur qui va faire peut-être 20, ça sera la valeur pour que ça fasse 0. Donc si là vous avez 20, ça sera moins 20, si là vous avez 12, ça sera moins 12, si là vous avez moins 7, ça sera 7, etc. etc. C'est la valeur qui fait que, en remplaçant tout ça avec le point A, ça fera bien 0. Et là, vous aurez l'équation de votre plan P. Donc, qui n'est pas comme les droites, une équation paramétrique, il n'y a pas de paramètres, rien du tout, c'est une équation cartésienne, c'est un peu comme dans le plan, une droite c'est y égale à x plus b, et bien là, c'est le même principe. On peut vous poser les deux mêmes questions qu'avec les droites, c'est-à-dire on peut vous dire, est-ce que le point de coordonnées ça, il est dans le plan? Donc moi, je vais remplacer le x, le y et le z qu'on me donne, et si ça fait bien 0, c'est que c'est dans le plan, si ça fait pas 0, c'est que c'est pas dans le plan. Ou sinon, on peut vous dire, sinon c'est tout d'ailleurs, il n'y a pas de question avec les paramètres, puisque dans une droite on peut vous donner un paramètre, mais dans le plan il n'y en a pas, donc là on peut juste vous dire est-ce que le point de coordonnées ça il appartient au plan ou pas. Donc là si vous avez ça en tête, vous savez définir une droite de l'espace, son point, son vecteur, alors soit qui sont servis sur un plateau et c'est très bien, soit qu'il faut déterminer, si c'est genre une droite AB, par exemple le vecteur U ce sera le vecteur AB, et vous savez définir un plan avec un point et un vecteur normal. Alors là aussi, soit c'est donné et puis il n'y a plus qu'un, soit c'est pas donné. Alors quand c'est pas donné, pour un plan, on vous donnera souvent 3 points, un point A, un point B, un point C du plan. Et on verra comment est-ce qu'on détermine le vecteur n normal au plan, c'est-à-dire comment est-ce que je détermine un vecteur n qui est perpendiculaire à un plan si je connais 3 points du plan. Ça c'est un truc qu'il faut savoir faire. Qu'est-ce qui va se passer dans les exos? Dans les exos, il va grosso modo tout le temps se passer la même chose, on va parler de position relative. C'est-à-dire que soit je vais avoir deux droites, soit je vais avoir deux plans, soit je vais avoir un plan, une droite, et à chaque fois on va me demander les positions relatives de l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'ils se coupent, oui ou non? Si oui, où est-ce qu'ils se coupent?
Donc on va me donner, là aussi, vous reprenez vos feuilles et vos stylos. De droite. Donc de droite, est-ce qu'elles se coupent pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles se coupent? Si elles se coupent, quel est le point d'intersection? Ensuite, même chose avec deux plans. Est-ce qu'ils sont parallèles, donc ils ne se couperont pas, ou est-ce qu'au contraire ils vont se couper quelque part et où est-ce qu'ils se coupent? Et enfin, un plan et une droite. Est-ce qu'ils sont parallèles? Alors encore une fois, ils ne se coupent pas, ou est-ce que quelque part il y a un point d'intersection? Si oui, quel est ce point d'intersection? Donc ça, c'est ce que je vais vous faire dans une vidéo tout de suite après. Dans un premier temps, moi je veux juste que vous reteniez pour cette première partie les formules de base, milieu d'un segment, coordonnées d'un vecteur, longueur d'un segment, produit scalaire, notion de collinéarité, et surtout savoir définir un plan de l'espace avec un point, un vecteur normal, et savoir définir une droite de l'espace avec un point, un vecteur directeur. Déjà, on va travailler là-dessus, je vais vous envoyer des exos là-dessus, et ensuite, on va voir un petit peu comment on travaille avec les positions relatives. Voilà.